Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Face à la presse avec Mobility TV. Et bonsoir à vous, bienvenue jusqu'à 20h avec Mobility TV, les vraies voix qui font rouler la France. Face à la presse ce soir, Francis Bartholomé, notre invité exceptionnel. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, monsieur Bartholomé, président de Mobiliance. C'est le nouveau nom depuis quelques jours du CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile. Mobiliance donc, ancien CNPA fondé il y a plus d'un siècle, 1902. 1902, principal syndicat des métiers de la distribution et des services de l'automobile. Alors, pour vous interroger ce soir, Francis Bartholomé, Patrick Roger qui est avec nous. Bonsoir, Patrick. Que vous retrouvez évidemment dans le Grand Matin Sud Radio aux côtés de Cécile de Ménibus, directeur général de Sud Radio. Valérie Collet est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Journaliste au Figaro en charge de l'automobile, et puis Jean-Éric Raoul, rédacteur en chef Auto-Journal et Sport Auto. Bonsoir à vous, Jean-Éric Raoul. Bonsoir messieurs, bonsoir à vous tous. Francis Bartholomé, alors justement, avant de donner la parole à Patrick Roger, Valérie Collet et Jean-Éric Raoul, Mobiliance donc, ancien CNPA. Nouveau nom, ça a été mûrement réfléchi. Juste avant de nous en parler, cela représente qui, Mobiliance ? Mobiliance représente l'ensemble, tous les métiers des services de l'automobile. C'est-à-dire que après l'industrie, les camions, les voitures particulières, les motos, l'ensemble des produits sortant des usines, Mobiliance intervient. La première chose que l'on fait, on les vend. Et la dernière chose que l'on fait sur la chaîne, on les déconstruit. Entre cela, il y a tous les réparateurs. L'ensemble de la réparation automobile est à Mobiliance. Et puis, il y a un certain nombre de services qui sont des services peut-être moins connus, mais très forts pour nous. Par exemple, les auto-écoles sont à Mobiliance. Les parkings sont à Mobiliance. Les loueurs courte durée sont à Mobiliance. Toute une infrastructure de métiers qui représente maintenant aujourd'hui plus de 500 000 actifs salariés et plus de 160 000 entreprises. Donc on va dire que nous représentons aujourd'hui une filière importante, une branche économique qui est aujourd'hui reconnue et qui avait besoin, voilà, vous l'avez souligné, on a fêté aussi nos 120 ans. Oui. On avait besoin, avec tout ce qui évolue et très vite actuellement, notamment dans le métier des mobilités, le CNPA, un acronyme, on lui disait toujours, il va falloir qu'on y ajoute mobilité, puisque CNPA... Et ça a fait qu'une certaine commission qui a été désignée chez nous, de réflexion sur l'avenir généralement du CNPA par rapport à ces nouvelles mobilités, a décidé qu'il serait peut-être intelligent de réfléchir à un changement de nom. Et c'est parti comme ça il y a un an. Mais j'assure que changer de nom, c'est pas évident. J'ai longtemps hésité avant d'appuyer sur le bouton parce que vous savez, vous avez des gens qui sont dans tous les départements de France et donc ils comprendront pas tellement que qu'on puisse changer de nom. C'était pas évident, mais voilà. Mais vous l'avez fait, vous l'avez fait. Allez, vous êtes face à la presse ce soir, Patrick Roger. Vous l'avez fait, mais je pense que c'est important d'insister parce que le nom CNPA, partout dans les garages, tout le monde a vu en fait ce nom, un petit peu ce petit panneau, etc. de CNPA. Et là, de faire adhérer à Mobiliance, est-ce que tout le monde a dit OK sur le terrain? Alors, je suis sûr que c'est quand même un petit peu... C'est difficile de changer de nom, c'est ce que vous avez dit, quoi. Je peux vous répondre d'une manière, alors déjà en termes d'un président qui a mené une assemblée générale extraordinaire et qui a demandé à ses différents de voter. Voilà. Donc 98% des gens présents de tous les métiers ont voté oui au président pour changer de nom. Donc ça, c'est la réponse. Mais votre question est particulièrement bonne parce que il est vrai que si je m'adresse aux start-up qui sont celles que nous voyons à Station F, vous savez très bien que nous sommes là-bas, eux, c'est quelque chose de très fort. Si je m'adresse à nos amis du deux roues qui se sentaient toujours un petit peu à l'écart avec uniquement le mot auto sur CNPA, eux sont très contents. Maintenant, si je vais j'aime bien parler de Guéret parce que j'ai beaucoup d'amis dans la Creuse. Quand j'étais leur expliquer qu'effectivement on allait changer de nom, ils m'ont dit mais ça sert à quoi? Écoutez, ça va servir à quoi? C'est une idée de Parisien, c'est ce qu'on vous dit à Albi, à Guéret ou à Carcassonne. Donc il y avait quand même une réflexion dans son ensemble, en les différents métiers. Il fallait qu'on coordonne quelque part et qu'on arrive à convaincre, si vous voulez, le bon pourquoi nous l'avons fait, quoi. Valérie Collet. Au-delà de ce coup de jeune que vous avez donné à votre organisation, sur le fond, qu'est-ce qui a changé là ces derniers mois, ces dernières années, pour que vous ayez envie et besoin de changer votre nom et donner justement l'idée des mobilités dans le monde de votre organisation?
Sur le fond, finalement, quels sont les services, les mobilités que vous voulez voir apparaître dans Mobiliance ? Oui, je pense, de manière générale, il faut dire que l'automobile, au sens large, n'a jamais connu, dans toute sa carrière, de toute sa longueur de distribution, autant de modifications que depuis 2-3 ans. Les modifications sont déjà venues, simplement elles sont liées à l'écologie, à l'environnement. Donc il y a un premier mouvement. Il y a des modifications de l'ordre sociétal en permanence. Il y a des modifications qui fait que les mobilités sont devenues un terme à lesquels on doit absolument répondre. Donc ces nouvelles mobilités et en plus de ça les différents métiers qui nous ont rejoints en permanence fait que globalement il fallait qu'on change de nom. Alors ce qui a vraiment changé, pour répondre à votre question, en définitive, je vais le dire simplement, nous sommes plus des vendeurs de voitures, nous sommes des vendeurs de mobilité. C'est vrai, en mobilité, celle que l'on connaît, dont on va parler beaucoup, mais aussi des mobilités douces. Et je suis très content ce soir de vous dire que le CNPA représente aussi tout l'ensemble des mobilités douces. Donc, le mot mobilité, il fallait qu'on le traite. CNPA et mobilité, ça passait pas. Voilà. Donc, c'est la réflexion suivante qui disait, il nous faut un mot. Alors, pourquoi Mobiliance? Puis je vais vous dire pourquoi Stellantis. Voilà, mais excusez-moi, mais il y a un vrai sujet, quoi. Hein. Il y a mobilité dans Mobiliance. Alors, dans Mobiliance, il y a deux points extrêmement importants. Il y a mobilité et puis il y a alliance. Et c'est l'alliance de nos 19 métiers qui sont là, qui représentent cette force globale qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte assez vite que beaucoup de personnes vont se retrouver dans Mobiliance. Et la deuxième partie de votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait exactement comme réflexion? À qui on s'adresse Mobiliance qu'on ne s'adressait pas avec le CNPA. Et ça, c'est vraiment... Et ce soir, je vous en remercie, je vous remercie d'être là. Notre vraie idée, c'est de s'adresser un petit peu Mobiliance au B2C, c'est-à-dire on va s'adresser aux automobilistes, on va s'adresser au grand public, parce que et donc on va s'adresser aux clients de nos adhérents. Pour nous, c'est vraiment une grande nouveauté d'intervenir. Alors, on n'a pas toutes les prétentions, mais on en a une qui est certaine. C'est qu'aujourd'hui, au grand public, aux automobilistes, à ceux qui se posent des questions sur leur mobilité de demain, il n'y avait pas beaucoup d'éléments de réponse. J'aime beaucoup mes amis constructeurs, mais je les ai trouvés relativement en retrait sur les sujets pratiques pour les gens. Il y avait une voie à prendre, il y avait un créneau qui était là, et on a pris ce créneau. Au fond, voilà, c'est vraiment dans Mobiliance cette nouveauté de s'adresser à un grand public. On n'oublie quand même pas, parce que faut pas que je m'emballe de trop, on reste une organisation professionnelle. CNPA, ça fait organisation professionnelle. Mobiliance, ça fait un peu moins professionnel. Mais on reste avant tout une organisation professionnelle chargée de la défense des intérêts, bien sûr, de tous nos... Jean-Éric Réault, une question pour vous, rédacteur en chef d'Autojournal et de Sport Auto. Jean-Éric. Alors justement, là, il y a deux publics. Il y a les automobilistes et il y a la profession. Vous dites que l'automobile est en train de vivre un grand bouleversement, ça c'est une certitude. C'est une certitude pour les automobilistes, ça l'est probablement encore plus pour les professionnels qui sont face à des très grands défis, parfois même pour la survie de leur activité. Il se trouve que le client final, lui, finalement, il s'en fiche un tout petit peu. Quel message vous avez envie de faire passer au client, à l'automobiliste, justement par rapport à ces transformations, et en quoi vous avez envie de montrer que les professionnels que vous représentez sont encore pertinents dans cette transformation où finalement on est dans la fin de la médiation, on se dit que le digital va tout résoudre, qu'on n'a plus besoin d'avoir un professionnel chez soi. Voilà. En quoi vous êtes pertinent pour traiter cette révolution vis-à-vis du grand public? Oui, alors je pense qu'il y a au moins 3 thèmes qu'on pourrait aborder dans votre question. Le premier, c'est d'abord le commerce. Effectivement. Est-ce que demain, le métier de concessionnaire de voitures neuves, est-ce qu'il a encore un intérêt? C'est des questions qui se posent. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on a répondu par une campagne publicitaire extrêmement forte de communication sur les réseaux pour montrer effectivement qu'on avait à apporter à nos clients quelque chose de fort qu'on ne pourra jamais oublier, c'est la notion du service. Et toutes nos entreprises, de tous les niveaux que ce soit, sont convaincues de vivre demain encore, à condition d'être dans la notion du service. Ça, les ventes en ligne, on n'en a pas peur. On veut simplement qu'elles se maîtrisent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fait partie d'une relation qui est en train de se négocier entre les constructeurs et les distributions automobiles à Bruxelles, dans un règlement de distribution européen qui sera jugé, qui sera décidé en juin 2022.
Évidemment, il y a un règlement nouveau. Bon, il y aura la possibilité, je trouve ça tout à fait logique à notre époque, qu'une partie éventuellement de véhicules puisse être vendue en ligne, qu'un site internet puisse être ouvert par un constructeur. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Une voiture, c'est trop compliqué. Une voiture, c'est pas une machine à laver. Une voiture, c'est aujourd'hui plus de lignes de réseau qu'un avion, qu'une caravelle avec ce temps. Il y a toujours, à un moment donné, un besoin de service. Vous avez un voyant qui s'allume. Quand vous avez un voyant qui s'allume, que vous achetez votre voiture par Internet et que vous avez trouvé quelqu'un pour vous la vendre, c'est pas là que vous avez trouvé le réparateur, ni vous prêterez une voiture. Non, il y a un vrai sujet, c'est le service sur lequel effectivement on veut que l'ensemble de nos distributeurs soient présents. Et dans ce domaine-là, voilà. On sait que les choses vont évoluer, on sait qu'il y aura des contrats qui vont bouger, mais on est relativement confiant parce que nous, on connaît quand même bien les consommateurs et les automobilistes. Oui. Sur le deuxième plan, c'est la réparation. La réparation, évidemment, le parc va bouger beaucoup. Réparer demain une voiture électrique, les chiffres, vous les connaissez aussi bien que moi, il va y avoir quelques sujets. Ça veut dire que nos ateliers devront se réduire. Mais soyons encore là un peu raisonnables. On parle beaucoup d'électrification des voitures, est-ce que les boucles vont changer ? Et aujourd'hui, vous savez que le parc roulant, il n'est même pas à 1% de tout électrique, il est encore à 0,7%. Alors je peux vous dire que la réparation du thermique, elle a encore quelques bons rôles devant elle. Donc je n'ai pas trop de sujets. Et puis l'ensemble des autres métiers, par contre, sont beaucoup plus liés à des problèmes de quantité de voitures roulant, au déplacement des Français. On voit bien que pour les parkings, actuellement, on remplit moins les parkings qu'avant. On voit bien que pour les loueurs de courte durée, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, il y a un problème effectivement de l'utilisation rationnelle de la voiture dans le package total des mobilités. Et là, on s'inscrit dans quelque chose qui est assez nouveau. On est pour la multimodalité. Je comprends très bien qu'on puisse l'accepter. Voilà. Patrick Roger. Oui, Francis Bartholomé, en vous écoutant, je me dis que vous êtes en train de vivre une révolution en fait complète, tout de même avec le numérique, ce qu'on a évoqué en fait à l'instant. Et c'est vrai qu'auparavant, l'automobile attirait beaucoup aussi de jeunes pour aller vers ces métiers parce qu'ils étaient passionnés par la mécanique. Aujourd'hui, c'est plus la même chose puisqu'on ne répare plus de la même manière en fait une voiture, on est dans l'électronique. Ce qui veut dire que tous les métiers sont en train de changer dans le monde automobile et chez vous en particulier, que demain les jeunes qui vont venir dans ce secteur vont découvrir autre chose. Vous mettez le doigt sur un véritable sujet. Le sujet, c'est un sujet de formation demain, d'adapter les jeunes, les gens qui viendront nous rejoindre pour travailler dans nos entreprises, avec des formations qui seront bien différentes. Ouais. Déjà aujourd'hui, non ? Ça a commencé. Mais vous savez que Mobiliance est assis quand même sur un ensemble d'organismes paritaires, qui a notamment toute la formation professionnelle avec la NFA, le GNFA, avec l'OPCO des mobilités. On est quand même une branche relativement modèle dans la capacité à pouvoir fédérer. J'ai entendu le gouvernement dire très 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 satisfait du nombre total d'alternants. Ouais, les apprentis. Eh ben dites donc, l'automobile, on a fait notre part, et largement notre part, si vous voulez. Donc j'ai pas trop de soucis là-dessus. Après, c'est de savoir, bien sûr, avoir les bonnes possibilités de la formation continue, parce que ça va aussi déplacer des gens en formation continue. Là aussi, on a je suis assez confiant. Je sais que il faut absolument prendre le sujet très au sérieux, mais la structuration effectivement de la branche professionnelle, avec le paritarisme qui nous gouverne, à mon avis, je pense qu'on répondra au véritable effet. Je suis beaucoup plus inquiet, comme beaucoup d'autres métiers professionnels, c'est le recrutement. Ça, c'est un sujet. On est moins attiré par la voiture aujourd'hui ? Non, je ne sais pas qu'on est... Je pense pas. C'est vrai qu'il y a un car bashing, là, on tape sur la voiture, alors on se dit que les jeunes, finalement... C'est vrai que on va commencer, on est dans la semaine des services automobiles. Je ne sais pas si vous voulez, on va mettre plus de 500 manifestations en France, dans les différents garages et différentes structures, pour faire venir les jeunes et leur montrer. Attendez voir, un garage aujourd'hui, c'est plus le garage d'il y a 20 ans, quoi. Vous ne trouverez plus de l'huile par terre, vous trouvez que c'est propre. Donc, et nostalgie. Ça dépend où. Ça dépend. Oui, ça arrive en grande majorité. Mais par contre, ce qu'on aura besoin, c'est d'avoir des gens qui auront la capacité de répondre en technologie, la capacité de réparer, de comprendre. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos formations, on va jusqu'aux formations, et là encore en alternance, jusqu'à la formation d'ingénieurs. Il y a une grande école qui s'appelle le GARAC, et qui forme aujourd'hui des ingénieurs qui sont capables de répondre aux ingénieurs des constructeurs, parce que c'est bien la continuité qu'il faut avoir pour être à peu près correct par rapport à ça. Alors, oui, c'est un sujet fort pour
pour nous, mais je suis assez confiant parce que je crois qu'on a les moyens, on a les structures pour pouvoir répondre aux défis de demain. Alors, une dernière question avant de marquer une petite courte pause. Tiens, Valérie Collet. Oui, j'ai une question pour vous sur le fait que vous mettez beaucoup l'accent sur la nécessité de digitaliser à la fois les garages, les points de vente. Donc, il ne s'agit pas seulement des ateliers, mais aussi de tout un tas de métiers qu'il faut digitaliser. Ça veut dire quoi concrètement? On a un peu du mal à imaginer ce que ça signifie. Je pense qu'on est beaucoup concerné sur ce sujet-là par la partie très importante au niveau de Mobiliance, les TPE, PME, les petites entreprises. Et cette question-là me fait penser à vous dire que quand dans les plans de modernisation tels que sont voulus par le gouvernement, notamment sur des plans d'avenir ou autres, il est clair qu'on devrait avoir notre part. Je veux dire pourquoi? Parce que autant une structuration d'un groupe de distribution aujourd'hui peut avoir la possibilité de se digitaliser sans gros problème parce qu'il aura les hommes. Mais prenez un réparateur, prenez un contrôleur technique, prenez une petite carrosserie dans une zone donnée. Quand on lui dit demain, si tu veux survivre, il va falloir que tu sois digitalisé, il va falloir que tu correspondes avec ton assureur, enfin que tu correspondes avec tes clients ou autres. C'est très compliqué pour ces gens-là. Donc on a fait une demande très forte auprès de Bercy, c'est très clair. On a porté le dossier. Je l'ai même porté au niveau du Premier ministre, en disant on a besoin d'un plan de modernisation, c'est le mot global que j'ai embauché, pour l'ensemble de nos TPE, PME. Et notre difficulté par rapport dans la grande filière automobile, c'est que quand Bercy est là, Bercy c'est l'industrie. Et c'est vraiment compliqué pour nous de se faire entendre. Alors, entendre maintenant, ça va bien. Mais de se faire rétribuer pour aller donner l'aide nécessaire à nos TPE-PME, c'est très compliqué. C'est un sujet fondamental pour nous, parce que ces entreprises-là en ont absolument besoin. Et ces entreprises ont besoin de trouver une structuration, et Mobiliance doit l'être, pour pouvoir organiser pour eux l'ensemble des possibilités de se numériser, se digitaliser, parce qu'il va falloir qu'on fasse un peu le travail pour tout le monde. Il va falloir qu'on approche ce genre de choses. Concrètement, c'est pas évident de comprendre ce que c'est qu'un garage qui se digitalise. Si vous avez aujourd'hui, par exemple, vous avez demain, supposez que vous vendez à un client un véhicule qui demain va être suivi par les données de ce véhicule. Alors, on va peut-être éviter les données tout de suite parce que ça va être très compliqué, mais à un moment donné, il va bien falloir pouvoir correspondre avec le véhicule. Si la possibilité n'est pas, comment vous ne pouvez pas faire? Il perdra le client, vous êtes bien d'accord? Voilà un exemple. Vous ne pouvez pas aujourd'hui travailler dans des dossiers sur des pièces détachées, par exemple, ou autres, pour savoir effectivement quelle est la bonne, vraiment, sans avoir un outil performant par rapport à ça. Ça, c'est des outils qu'on peut donner à une petite entreprise, et clairement, là, on est dans la demande forte. Je vais vous faire une confidence. Je pense qu'on devrait très vite avoir une réponse positive de Bercy et le Premier ministre pour venir nous aider. La PFA, les professionnels ont une source financière de Bercy pour pouvoir organiser entre eux les réunions, les études. On demande simplement quoi? La même chose pour la distribution, pour Mobiliance, d'avoir un peu une somme nous permettant effectivement d'aller vers nos TPE, PME. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes sur Sud Radio. Les vraies voix qui font rouler la France face à la presse ce soir avec Francis Bartholomé, président de Mobiliance, qui est avec nous. Monsieur Bartholomé, face à Patrick Roger, Valérie Collet, Jean-Éric Raoul. Tiens, on vous l'avez dit, la voiture change et va changer. À quoi va ressembler, par exemple, le garage du futur? On parlait de digitalisation. On va en parler dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Face à la presse avec Mobility TV. Et l'automobile et la mobilité, il en est question jusqu'à 20h avec donc Mobility TV, les vraies voix qui font rouler la France face à la presse. Francis Bartholomé ce soir, président de Mobiliance, donc ancien CNPA, face à Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, que vous retrouverez et que vous retrouvez tous les matins dans le Grand Matin. Valérie Collet est avec nous, journaliste au Figaro en charge de l'automobile. Jean-Éric Raoul, rédacteur en chef d'Autojournal de Sport Auto. Francis Bartholomé, on parlait de digitalisation, on va revenir dans quelques instants sur le garage du futur dans quelques années, comment il va être. Vous nous aviez dit que vous vouliez, et votre objectif à Mobiliance, c'est de toucher un grand public. Vous aussi, vous vous digitalisez, vous avez l'ambition de communiquer sur les réseaux sociaux. C'est un de vos objectifs? Oui, c'est un des grands objectifs de Mobiliance, ça c'est très clair. On va investir de manière importante sur les réseaux sociaux.
On va vouloir participer, par exemple, à un événement que l'on veut réussir, c'est-à-dire le 14 mars, on va inviter l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle à venir se prononcer sur la voiture, sur les mobilités. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour les 5 ans qui viennent? Parce que là, il y a des vrais sujets. On reste convaincu, d'ailleurs, sur ce point-là, que la voiture et les mobilités restera ou sera un des grands problèmes de discussion au niveau de la campagne. On va s'inscrire dans toutes les possibilités de répondre, si vous voulez, à l'ensemble des sujets qui sont des sujets que se peuvent poser l'automobiliste. Est-ce que tout le monde a bien compris, quand on est automobiliste et qu'on est cette électrification à pas forcer qui est obligatoire? Écoutez, demandez aux gens, ils n'ont pas très bien compris. Donc je crois qu'à un moment donné, il y a des situations qu'il faut savoir dire et savoir faire. Là, c'est notre grande idée, c'est de lancer. Et je pense qu'on a des choses à dire. Il y a une carence actuellement dans le domaine de l'information vis-à-vis des automobilistes. Alors pas que, quand je dis automobiliste, c'est tous les métiers de mobiliance, on est bien d'accord. Mais on a besoin, effectivement, il y a une place, il y a un vide, à mon avis, qu'on veut essayer humblement de combler. Alors, Valérie Collet. Pardon, il y a un manque de pédagogie, vous trouvez, sur justement l'électrification, sur ce que sont ces véhicules, les hybrides rechargeables, etc. Vous trouvez que c'est pas clair pour les automobilistes ? Écoutez, il y a deux éléments à votre question. Déjà, le fait de l'électrification, c'est pas tellement clair non plus, parce que est-ce que c'est vraiment le sujet quand on dit en 2035 il y aura plus de construction de voitures thermiques? On dit à peu près tout et n'importe quoi. Je vais vous donner un chiffre tout à l'heure. Aujourd'hui, avec un fort boom des voitures, il y a encore moins d'1% des voitures qui sont dans le parc qui sont des voitures électriques. Tous les autres sont des voitures thermiques. N'oubliez pas que les voitures hybrides, simple, et les hybrides rechargeables sont avant tout des moteurs thermiques. Ça ne change pas grand-chose. Donc avant qu'on ait 10% du parc sur 34 millions de voitures, il va se passer un peu de temps. Donc à mon avis, ça ne sert à rien de dire ce genre de choses, il faut le faire. Simplement, moi je pense qu'à un moment donné, cette écologie ambiante, je vais dire quelque part, à mon avis, on ne l'a pas suffisamment expliqué. Moi, je me sens tout à fait écologiste, au même titre que n'importe quel autre écologiste. Et tous mes confrères, tous ceux qui travaillent dans nos métiers, ont tous envie de réduire le réchauffement climatique, ont tous envie de réduire la pollution dans les villes. Ça me paraît évident. Simplement, la seule chose qu'on veut faire, c'est le faire à pas compter, avec un timing acceptable par tous, acceptable du point de vue économique. Demander un peu ce qu'en pense le président de Stellantis, et puis acceptable pour tous les automobilistes. Moi, ce que je ne veux pas, et ce qu'on ne veut pas, nous, dans nos métiers par rapport à nos gens, c'est qu'il y ait demain des gens qui peuvent acheter des voitures électriques chères et qui rouleront, et ceux qui ne pourront pas s'en acheter et qu'on empêchera de rouler dans un endroit. Voilà ce qu'il faut dire. Donc vous l'avez là, entendu quelque part ça? Là, votre rôle, du coup, c'est de faire un peu de lobbying auprès des candidats à l'élection présidentielle pour... Bien sûr. Faire justement que ce switch vers le véhicule électrique se fasse de manière plus lente que ce qui a été prévu, c'est-à-dire la fin des ventes de neufs électriques de thermiques en 2035. Oui, vous voulez qu'on aille plus lentement? Oui, parce qu'on est persuadé qu'en 2035, il se fabriquera encore beaucoup de voitures thermiques. C'est une évidence. Parce qu'il n'y a pas que la France et les constructeurs se mondialisent. De toute façon, il y a des pays qui ne verront jamais l'électrique. Il faudra bien continuer à construire des moteurs thermiques. Donc sur ce sujet-là, on ne dit pas tout. Voilà, c'est très clair. Jean-Éric Raoul. Alors très précisément, ces sujets-là, c'est des sujets qui se traitent au-delà du périmètre français. Typiquement, l'interdiction des thermiques au-delà de 2035, c'est une décision qui aujourd'hui est en discussion à la Commission européenne. Est-ce que vous avez des relais, vous, à l'échelon européen? Est-ce que Mobiliance participe d'un groupement plus large qui fait entendre cette voix-là à l'échelon européen, qui est l'endroit aujourd'hui où se prennent ces décisions-là? Bien sûr. Déjà, au niveau national, avant de faire le petit saut de Bruxelles, on a l'occasion, avec nos différentes équipes de lobbying, de rencontrer à haut niveau. J'ai eu l'occasion, avec mon directeur général, d'être reçu par le Premier ministre sur ce sujet-là. Je me suis aperçu qu'il était important qu'on leur répète un certain nombre de choses, parce que Bruxelles, c'est bien beau, mais Bruxelles, il a upgradé un peu ces 2035. Avec des gens, vous savez bien, qui voulaient même 2030, vous avez 2032. Donc je crois qu'à un moment donné, il était temps quand même de rappeler aux autorités françaises, sachant qu'en plus, nous dirigeons l'Europe, je crois, depuis le 1er janvier, qu'il fallait effectivement, il y a des positions à prendre, on avait des positions à rappeler. On l'a fait. Je sais que certains ministères sont plutôt très favorables à ce que nous pensions, c'est-à-dire de décaler un peu dans le temps, je pense notamment à Bercy, parce que les conséquences économiques en France, elles sont dramatiques, vous le savez vous-même. Les fonderies qui sont en train de fermer les unes après les autres, et tous les qui vont fermer, c'est quand même une idiotie. Donc là, en France, je pense qu'on a porté
Je suis un peu convaincu d'ailleurs que la parole de la France sera plutôt à demander 2040 que laisser 2035, plutôt que redescendre. Alors à Bruxelles, nous faisons partie d'un organisme qui s'appelle le SECRA, qui regroupe l'ensemble des distributeurs et des réparateurs au niveau européen, qui a son poids, comme les équipementiers sont à Bruxelles, comme d'autres métiers, les constructeurs. La CEA est à Bruxelles. Donc voilà, on en a un lobbying très fort là-bas. Ça discute relativement sur ce plan des motorisations thermiques. Je veux dire qu'on est relativement en face pour être ensemble pour défendre le sujet. Ça, c'est très clair. Les Français le font. La bonne nouvelle, c'est que je pense que les Allemands vont finir par nous rejoindre quand même. Et les gens qui veulent absolument du tout électrique le plus rapidement possible ou autre sont les pays souvent nordiques, parce qu'ils ne fabriquent pas de voitures. C'est quand même assez important. Quand vous ne fabriquez pas de voiture, vous n'avez pas le même problème. Et c'est des pays, quelquefois, comme la Norvège, qui étaient contre les produits thermiques en exploitant des puits de pétrole et les vendant à tout le monde. Alors, moi, vous savez, ces gens-là, j'ai bien compris aussi. Voilà. Paradoxalement, on voit quand même qu'on a des grands constructeurs. Vous parliez tout à l'heure de Stellantis. Stellantis, néanmoins, fait la course à l'échalote à Volkswagen et à Tesla pour vendre le maximum de voitures électriques possible, le plus rapidement possible. Donc, en fait, il y a quand même un paradoxe. C'est à la fois un discours sur le fait qu'il faut aller plus lentement vers l'électrique, et en même temps, eux-mêmes mènent une course entre eux, et Volkswagen n'a pas l'air du tout de vouloir reculer sur son calendrier de justement voir en Europe la fin des véhicules thermiques en 2035. Oui, moi je crois que là, on a affaire à des industriels. Je pense que Carlos Tavares a clairement dit comment il voyait les choses. Il a averti le gouvernement. Moi, j'ai eu l'occasion d'être plusieurs fois à l'Élysée dans un comité stratégique de filière automobile, et j'ai toujours entendu l'industriel qui était Carlos Tavares dire attention, casse-cou. Il l'a dit. Attention, mais on rétro-pédalera pas. On est engagé maintenant. Non, parce que c'est Bruxelles quand même qui dirige le tempo. Mais clairement, mettons-nous à la place d'un industriel, il n'a pas le choix. Et lui, ses voitures, il les met pour 5 ou 7 ans. C'est-à-dire qu'il doit être dans le bon tempo. Et même s'il n'en est pas d'accord, il s'est mis tout à fait dans le sens de faire de l'électrique, sachant très très bien que globalement, il répète, il ne l'a pas dit encore il y a peu de temps, que globalement, les conséquences, il faudra que ceux qui l'ont décidé les assument, mais pas lui. Nous, notre problème là-dessus, c'est effectivement de bien... On est différent, on n'est pas industriel, on est simplement à la réponse de l'automobiliste, du client qui vient nous voir dans nos affaires et nous dit « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vous achète encore un diesel ou pas un diesel ? Que vaudra ma voiture dans 3 ans ? Est-ce que je pourrais rouler à Reims ? Est-ce que je pourrais rouler à rue de Rivoli ? Non, rue de Rivoli peut déjà c'est plus. fini. Pour l'instant, c'est pas possible. Allez, Francis Bartholomé, président de Mobiliance, face à la presse, face à Valérie Collet, Jean-Éric Raoul et Patrick Roger, qui voulaient réagir. Non, mais sur cette question, en fait, c'est particulièrement intéressant. Sur le centre de tri, vos garages, Mobiliance, en fait, l'ensemble des acteurs, vous êtes un peu un centre de tri pour les automobilistes qui nous écoutent là ce soir et qui se disent, mais moi, je vais rouler à quoi demain ? Est-ce que je roulerai véritablement donc une voiture électrique, et où est-ce qu'il y aura des bornes ? Est-ce que ce seront dans vos garages, dans vos parkings ? Ou est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Parce qu'on a parlé de Stellantis tout à l'heure, mais Stellantis, comme d'autres, font peut-être mauvaise route, alors que l'un des numéros 1 dans le monde, qui est Toyota, développe et continue en fait à travailler sur l'hybride. Est-ce que vous croyez à quoi ? Puisque vous êtes expérimenté dans ce monde automobile, et puis en même temps vous avez une vision de l'avenir. Alors, ce qu'on croit, c'est que, vous avez raison de nous dire qu'on est au contact des clients. Ouais. On croit que notre position, qui est la position aujourd'hui de Mobiliance, c'est la neutralité technologique. Il faut de tout encore aujourd'hui. De parler de supprimer très rapidement, par exemple, le moteur thermique, c'est une idiotie. C'est clair qu'il en faut de tout. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la réponse. L'électrique n'est pas une réponse. Il est une réponse extrêmement forte pour le centre-ville, pour le déplacement interne. Ça nous paraît même évident à tous. Mais quand quelqu'un se déplace, déjà, moi je vais prendre mon exemple, faire du Reims-Paris aujourd'hui, tel qu'un aller-retour dans une journée, je distribue des voitures électriques, mais je peux vous dire que je ne la prends pas, parce que je n'ai pas envie de finir... Alors il y a Tesla qui est assez fort à ce niveau-là, mais bon... Attendez voir, vous savez, quand on dit à un client 540 km d'autonomie et ou à 280 il vous appelle, il faut le vivre aussi dans ce cas-là. Donc je pense que là, on a besoin de cette neutralité. Après, il faut bien qu'on avance. Je pense que l'électrique se développera. Je pense qu'à un moment donné, on va laisser un peu plus, et on l'a demandé, l'hybride rechargeable. Parce que l'hybride rechargeable, c'est sûrement pas
bonne solution technologique. Mais ça permet de mettre un peu les gens le pied à l'étrier de l'électrique. Ça, on en est convaincu. Et puis, ça permet quand même de continuer à faire un peu du thermique pendant quelques temps. Mais après, l'électrique, par quoi ça va se remplacer? Parce que tout le monde croit de manière simple, il faudra que l'hydrogène prenne le relais. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde en parle de plus en plus. Mobiliance est affilié à la FIPAC, à l'hydrogène. On a là, à mon avis, un vrai sujet. Parce que là, on répond à un problème extrêmement important qui est le problème de l'autonomie. On a réglé le problème de l'autonomie. On a réglé le problème des bornes. Pas tout à fait, parce que malheureusement, distribuer l'hydrogène aujourd'hui, ça coûte une fortune, ça coûte trop cher. Donc il y a des sujets qui sont devant nous. Mais voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on le vive. Mais ce qu'on veut pas, c'est la semaine prochaine, tu as la voiture Intel, tu pourras plus rouler sur le périphérique. Quoi. Ça, c'est terminé, tu vois pas. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est qu'on respecte les gens. Si on respecte pas les gens avec toutes ces technologies-là, ben vous savez, il y a des gens qui peuvent. On a connu quelques mouvements de rébellion pour le carburant, pour avoir des mouvements de rébellion pour les mobilités. Si vous empêchez les gens de se déplacer, ou si demain ils n'ont plus le droit de rouler, ils n'ont plus de mobilité, ce ne sont plus des vrais citoyens. Il y a des vrais problèmes. Non, mais c'est un problème sérieux et je pense que personne ne peut le dire. Ben, Mobiliance va le dire. Voilà. Bon, pour conclure cette deuxième partie, Francis Bartholomé, Jean-Éric Raoul, peut-être une dernière question. Alors typiquement, on parlait de bornes, on parlait de liberté de circuler. Est-ce que les fournisseurs de solutions de connexion de bornes sont dans Mobiliance ou pas? Alors, il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, je suis content que vous me posiez la question. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure qu'on essaye d'être de plus en plus présent sur la possibilité d'aide financière de Bercy directement sur nos métiers. On a obtenu, il y a maintenant 4 mois, je crois, on a obtenu la possibilité d'une enveloppe de 30 millions pour développer les bornes électriques dans nos entreprises et notamment dans les plus petites d'entre elles. C'est quand même quelque chose de très nouveau. On a créé un programme, on l'appelle Accélère, qui se fait avec l'AVER. L'AVER étant le versus de ceux qui distribueront, si vous savez, ces fameux 30 millions. Et nous, avec l'ensemble de nos professionnels qui, effectivement, veulent monter une borne. Même question que tout à l'heure. Vous savez, les gens qui ne savent pas le problème administratif, juridique, discuter les prix ou autre, si on a effectivement une interface forte pour eux, on pourra le faire. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. D'ailleurs, je vais vous combien dire, de bornes et à quelle échéance votre projet? Ça va dépendre de quelles bornes on met, parce que c'est des bornes de recharge très rapides, ça ne va pas nous en faire de trop. Donc on est déjà en train de demander d'augmenter les enveloppes. Ça, c'est vraiment un bon point. Le deuxième, c'est que on est persuadé que à Bruxelles aujourd'hui, et je l'ai entendu là, peut-être comme vous comme moi, c'est que les constructeurs dans l'ensemble, y compris Volkswagen, disent qu'on peut accélérer encore beaucoup plus, mais d'abord en face que vous nous proposez, nous, comme borne de recharge au niveau européen, dans toutes les routes, et ainsi de suite. Tout le monde prend conscience qu'aujourd'hui, et de plus en plus, que s'il n'y a pas des bornes, c'est même pas la peine d'assister. Les gens ne n'iront pas. Vous n'irez pas... ce n'est pas possible. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est à la fois un frein, parce que c'est compliqué de faire le plein. Mais je ne vois pas le départ du 16 juillet, quand tout le monde partira en vacances dans le sud avec sa voiture électrique, il y en a qui n'arriveront pas avant 3 jours. Ça, c'est pas vrai, même dans 5 ans. Ça, c'est évident. On le sait. Ouais. Donc, il faut savoir raisonner de bon sens. Voilà. Bon. Allez, on va s'arrêter un court instant. Francis Bartholomé, qui est notre invité, président de Mobiliance, face à la presse, face à Patrick Roger ce soir, face à Jean-Éric Raoul, Valérie Collet, qui est avec nous également. On va revenir dans quelques instants pour la 3e partie de ce face à la presse. Dans 2 mois maintenant, un petit peu moins, c'est l'élection présidentielle, hein. Le premier tour le 10 avril. Tiens, qu'est-ce que vous attendez, Francis Bartholomé, des candidats à la présidentielle? Vous allez nous le dire dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Face à la presse avec Mobility TV. Et jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France face à la presse. Donc ce soir avec notre invité exceptionnel Francis Bartholomé, président de Mobiliance, qui répond donc aux questions de Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, que vous retrouvez demain dans le Grand Matin Sud Radio avec Cécile de Minibus. Valérie Collet est avec nous, journaliste au Figaro en charge de l'automobile, et puis Jean-Éric Raoul, rédacteur en chef d'Autojournal, de Sport Auto. Tiens, on parle beaucoup ces derniers mois du boom des voitures d'occasion. Voilà, on achète beaucoup plus de voitures d'occasion que de voitures neuves. Comment vous imaginez, Francis Bartholomé, ce marché de l'occasion dans quelques années? Est-ce qu'il va continuer dans sa lancée? C'est une bonne question. Ça me fait plaisir parce que ça explique pas mal de choses. Par exemple, au mois de janvier, vous savez qu'il s'est vendu plus de voitures d'occasion de plus de 15 ans que de voitures électriques. Que de voitures neuves, excusez-moi. Donc à un moment donné, on voit bien que il est venu s'ajouter cette fameuse crise qui est là et qui nous empêche effectivement, nos constructeurs, de construire les voitures. C'est une évidence.
qui a vraiment eu des incidences extrêmement fortes sur nos chiffres de 2000. Vous parlez des semi-conducteurs, là? Oui, les semi-conducteurs. Excusez-moi. Donc là, on voit bien qu'on a eu un problème extrêmement important. Ce qui fait que, dans un premier temps, on a utilisé tous les parcs d'occasion qui étaient chez nous, les occasions très récentes. Vous savez, les fameuses occasions qu'on fabrique d'occasion, les voitures neuves d'occasion, qu'on était obligé effectivement d'être sur place. Ce qu'on appelait les occasions tactiques, ben celles-là, elles ont très vite parti parce que c'était des voitures neuves dissimulées en voiture de 500 km qui avaient 6 mois. Donc ça, c'est parti très vite. Le parc d'occasion récent, lui, aussi est très vite parti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un retour ou une reprise très forte, effectivement, de la construction d'usines, on va de nouveau avoir une année extrêmement difficile. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, si vous voulez, c'est que les conséquences de ce qui se passe actuellement, c'est quoi? C'est qu'on a des voitures électriques qui sont les seules qui sont réellement fabriquées encore aujourd'hui, sont les voitures électriques, voire les voitures éventuellement hybrides rechargeables, qui sont des voitures qui sont généralement très chères. Et dans ces gens-là, qui peut acheter ce type de voiture aujourd'hui? Vous avez effectivement une catégorie qui ont les possibilités et les moyens, ça c'est clair. Et puis vous avez des gens qui n'auront plus jamais accès à ce type de voiture. Ce qu'on veut surtout pas, c'est bien expliquer les choses. Vous allez avoir des gens qui pourront rouler en voiture électrique où ils voudront, et parce qu'ils auront effectivement les moyens. Vous avez des gens qui ne pourront plus rouler du tout, parce qu'ils pourront acheter des voitures qui correspondent à leur budget, mais qui pourront plus utiliser. Il y aura des occasions sur l'électrique. Oui, mais pas le même marché, quoi. Pour avoir des occasions, faut-il de nouveau revendre des voitures neuves, parce que l'occasion est fabriquée par du neuf. Donc, je veux dire que ce sujet-là, aujourd'hui, on voit bien qui achète. Hein, c'est très compliqué. Ce qui nous inquiète quand même, et c'est quand même l'augmentation très forte du prix des voitures neuves, ce qui n'a jamais été aussi même constaté. Les occasions, non? Les occasions, comme tout marché de l'offre et de la demande, à partir du moment où vous n'en avez pas assez, les prix montent. C'est une réalité économique d'économie de marché. Jean-Éric Raoul. Alors, c'est un excellent sujet, c'est le sujet du pouvoir d'achat et du pouvoir d'achat face à l'automobile. Et ça, c'est un sujet qui est au centre de la campagne électorale. Donc, vous allez pouvoir en parler le 14 mars quand vous recevrez les candidats. Revenons à votre étiquette quand même de patron d'une confédération professionnelle. Qu'est-ce que proposent les professionnels de la distribution de la réparation automobile? Quelle rupture ils vont apporter, eux, de manière spontanée, sans aller chercher de l'argent à droite et à gauche, pour faire baisser le coût d'usage de la voiture auprès de l'automobiliste? Le prix de la réparation n'a pas arrêté d'exploser ces dernières années. Faire une peinture d'un pare-choc, ça coûte un bras. Les pièces sont chères, ça vous n'en êtes pas nécessairement responsable. Mais bon, vos professionnels, qu'est-ce qu'ils proposent concrètement pour faire baisser le coût de l'usage de la voiture? Je pense que quand vous parlez de nos professionnels, il faut déjà regarder le panel important des gens qui sont susceptibles de réparer, d'entretenir un véhicule. Aujourd'hui, le consommateur, l'automobiliste a le choix. Totalement. Donc c'est dire que éventuellement une structure de type concessionnaire qui a vraiment des structurations d'investissement beaucoup plus importantes de nos affaires, généralement, on a un coût qui est relativement un peu plus élevé, qui correspond à nos besoins d'amortissement et qui correspond à nos besoins de qualification. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous le savez là vous aussi, qu'on parlait tout à l'heure de gens qualifiés demain. Les gens qualifiés demain, si on veut les garder et en conserver, il faut savoir aussi les payer. Ça aussi, c'est un des vrais problèmes pour nous. Et quand vous commencez à payer bien les gens pour les garder et les développer, quand vous avez le matériel adéquat qu'il faut pour le faire, inévitablement, on a un tarif qui correspond à une réalité économique, mais qui n'est pas le même que celui que vous trouvez dans une structuration beaucoup plus différente qu'un autre, dédiée uniquement à la réparation. Ce qu'on peut faire directement par rapport à ça, à mon avis, c'est peut-être parler beaucoup plus de l'entretien. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que dans cette histoire de parc automobile vieillissant ou autre, il y a des éléments qu'on ne fait pas, qui est l'entretien des véhicules. Vous savez, vous avez dû entendre parler, on a quelquefois lancé l'éco-entretien. L'éco-entretien, on a demandé, même à Bercy, de nous aider. Vous savez qu'une voiture bien entretenue, elle va consommer beaucoup moins, elle va moins tomber en panne, elle va pouvoir durer plus longtemps pour l'automobiliste. Quelquefois, les gens ne vont pas simplement à un contrôle technique. Mais pourquoi? Parce que c'est trop cher. Là, il y a quelque chose à faire de la part de la profession, peut-être avec le soutien des pouvoirs publics, pour effectivement aller dans ce sens. Moi, je suis convaincu que là, il y a, et en plus, ça aura un avantage énorme sur le problème du parc et l'état du parc, du point de vue sanitaire, du point de vue émissions polluantes. Donc, voilà des vrais sujets.
Maintenant, c'est compliqué de dire quel est le bon tarif demain pour respecter l'automobiliste. Je vous dis qu'aujourd'hui, on est comme tout le monde, on a des vrais sujets à la fois de besoin de technologie, de gens performants dans les réparations et de plus en plus, qui nous coûteront de plus en plus cher. Ça, c'est très clair. Alors, que vous ayez des coûts, ça, j'ai pas de souci. C'est simplement, dans tout ce que j'entends depuis le début de cette émission, est-ce qu'il y a une vraie réflexion centrée sur le client pour comment on va faire baisser ses coûts? Évidemment, il faut que chacun se rémunère, évidemment, il faut payer les professionnels, mais est-ce qu'il y a un moment, on se dit, on arrive nous aussi à un niveau de coût pour l'utilisateur qui est trop élevé, comme c'est le cas pour les voitures neuves, vous en parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire baisser ces coûts d'usage pour l'automobiliste? Parce que c'est un vrai souci. Et on parlait du contrôle technique. Le prix du contrôle technique en lui-même a explosé avec des contraintes de plus en plus fortes. Alors oui, il peut rendre service du point de vue de la sécurité, il peut rendre service du point de vue de la pollution. Mais quand on voit aujourd'hui la liste des contrôles sur une voiture et de ses implications, quand on sait que justement il y a eu beaucoup de voitures de plus de 15 ans qui se vendent et de plus en plus, on se dit que là aussi on va dans le mur pour l'usager. Oui, mais on peut pas incriminer nos professionnels du contrôle technique. Quelque part, ils ont de plus en plus, eux aussi, avoir des gens qualifiés pour pouvoir le faire et des investissements. Le contrôle technique, vous savez, les prix sont libres en contrôle technique. Donc c'est vraiment un sujet. Oui, c'est une forme de cercle vicieux. C'est-à-dire que, quelque part, la profession a poussé pour des contrôles de plus en plus fréquents et de plus en plus vastes, qui sont plus coûteux, mais à la fin, c'est l'automobiliste qui paye. Oui, je ne sais pas s'il y a que la profession qui a poussé. Je pense que les pouvoirs publics et le ministère de l'Intérieur a dû pousser pas mal aussi. Je crois que quand on parle de sécurité souvent, on parle souvent des contrôles techniques nécessaires et obligatoires. Là, je ne pense pas que... Il y a des sujets, effectivement, sur lesquels notre responsabilité peut être engagée. Mais sur ce cas-là, de nos professionnels... Moi, je connais quand même suffisamment. D'abord, ils sont extrêmement nombreux. Vous regardez les contrôles techniques, ils se sont multipliés. Ils sont, à mon avis, beaucoup trop. Le vrai sujet, pour moi, il n'est pas là. C'est peut-être demain comment faire en sorte qu'on peut trouver, pour nos automobilistes qui achètent aujourd'hui des voitures de plus de 15 ans, la possibilité d'acheter demain des voitures plus récentes, plus faciles, plus économes et qui tombent moins en panne et qui ont moins besoin de contrôle. Mais ça, on doit pouvoir y arriver. Je crois que c'est aussi une recherche qu'il faut faire. La dernière question de ce Face à la presse. Et pour conclure, Patrick Roger. Oui, alors peut-être, puisque vous allez voir aussi les candidats à la présidentielle, et ça fait partie des sujets un peu comme le pouvoir d'achat, c'est aussi le commerce, et le commerce de proximité. Longtemps, tout ce qui est en fait autour du l'ex-CNPA, devenu donc Mobiliance, maintenant depuis une semaine, c'était les garages juste à côté, on avait confiance ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le maillage territorial avec Mobiliance, vous allez continuer d'être acteur? Parce que bien souvent, dans les villes, il n'y a plus beaucoup de commerce, il n'y a plus beaucoup d'activités, ils sont très loin, et c'était le cas notamment aussi dans le secteur automobile, avec les grandes concessions à 10 km des cœurs de ville. Avec Mobiliance, il n'y aura pas de choses qui vont beaucoup changer par rapport à... Non, mais est-ce que vous allez vous battre pour qu'il y ait toujours finalement des activités de proximité? Oui, on se battra pour le maillage territorial, puisque c'est aussi un de nos arguments les plus forts vis-à-vis des autorités et des pouvoirs publics pour leur dire on est capable de répondre à beaucoup d'éléments. C'était par exemple un de nos arguments majeurs pour obtenir la possibilité des bandes électriques, par exemple, et des 30 millions. Donc ça, c'est clair que ce maillage-là, ça restera quand même pour nous un point extrêmement important. D'abord, c'est la proximité vis-à-vis de l'ensemble de tous les automobilistes et de tous nos clients. C'est une des forces de Mobiliance. Face au digital, au numérique, quoi, en même temps. Oui, tout à fait. C'est une force très forte de Mobiliance, tout à fait à garder cette. Oui, je me vois très bien aller dans tous les territoires aujourd'hui et de renforcer nos territoires d'une manière régionale en renforçant nos équipes sur les terrains, tout à fait, quel que soit le métier, c'est évident. Merci Francis Bartholomé, président de Mobiliance, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir inauguré ce premier Face à la presse, face à Jean-Éric Raoult, rédacteur en chef d'Autojournal qui était avec nous, rédacteur en chef de Sport Auto, Valérie Collet, journaliste au Figaro en charge de l'automobile, et puis Patrick Roger, directeur général de Sud Radio. On vous retrouve demain, Patrick. Oui, Jean-Michel Blanquer, voilà, le ministre de l'Éducation nationale, qui sera à ce micro demain matin à 8h15. Voilà, exactement, il sera à votre place, Francis Bartholomé. Allez, dans quelques instants, restez avec nous, c'est le Loft Musique, Yvan Cujous qui reçoit Sandrine Alexis, et puis juste avant, il est question sur Sud Radio de gestion de patrimoine, immobilier, fiscalité, et Stéphane Moller qui vous explique tout de suite. Voici Conseil de famille.